Bonjour et bienvenue à Extension de SLD+, série d'apprentissage. Veuillez noter que cette séance est enregistrée. Nous sommes heureux de vous offrir l'interprétation simultanée en français. Si vous souhaitez entendre les interprètes, veuillez choisir le français à partir du menu au bas de votre écran. Si vous avez besoin d'aide pendant ce webinaire, vous pouvez écrire à une de nos productrices à l'aide de la fonction clavardage. Je suis Yinzi Yarrow et je suis responsable principal de l'amélioration pour ce programme. Je suis très heureuse de co-animer ce webinaire. Alors, je reconnais que nous sommes sur un territoire habité par des peuples autochtones depuis le début. Je reconnais que je co-anime ce webinaire depuis Kingston, qui est le territoire non cédé des Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous reconnaissons et apprécions le lien historique de ces peuples avec ce territoire et la capacité de se retrouver ensemble. À Excellence en Santé Canada, nous continuons à vivre cet engagement d'aider et de travailler avec tous les peuples du Canada. Excellence en Santé Canada représente la fusion entre la Fondation canadienne d'amélioration des services de santé et l'Institut canadien pour la sécurité des patients. Nous travaillons avec des patients et d'autres partenaires dans le but d'offrir des améliorations de grande qualité afin d'optimiser les ressources et d'améliorer les soins pour tout le monde. Nous sommes un organisme de bienfaisance financé par Santé Canada. Nous sommes heureux de vous offrir ce partenariat ce programme en partenariat avec le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances et le BC Patient Safety and Security Council. Je suis heureuse d'être accompagnée de mon co-animateur, Ryan McCarthy. Ryan, avant de commencer, j'aimerais que vous vous présentiez. Merci, Lindsay. Je suis Ryan McCarthy. Alors, je suis directeur de la mobilisation des connaissances et nous sommes très heureux de travailler avec nos collègues de Excellence en Santé Canada à ces programmes. Je suis très heureuse de présenter nos autres invités, Grace Rishandi et Tina Kaur. Grace, je vous cède la parole pour que vous puissiez vous présenter. Bonjour à tous, très heureuse de vous rencontrer. Je suis Grace et je suis coordonnatrice en santé pour les services de santé de la population de Inner City Health Associates. Et sur ce, je cède la parole à Tina Kaur. Bonjour à tous, Tina, très heureuse de vous rencontrer. Je travaille avec Grace dans le cadre de Inner City Health Associates et je suis infirmière en santé de la population. Merci à toutes les deux. Nous nous réjouissons de vous entendre très bientôt. Mais avant de céder la parole à Grace et Tina, nous voulions partager un peu d'informations sur ce programme et ce que nous avons entendu d'organisations de partout au pays jusqu'à présent. Alors, pendant l'été 2020, un des programmes que nous avons commencé à offrir est le programme SLD+, Agir contre la pandémie, qui réunissait des établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite de partout au pays afin de renforcer notre réaction à la pandémie dans 6 domaines clés. Nous avons fait encadrement, apprentissage, webinaire, caucus, ainsi que des fonds de financement là où les besoins étaient les plus importants pour veiller à assurer une réaction coordonnée à la pandémie. Nous avons donc décidé d'élargir le programme par la suite aux abris d'urgence pour les personnes sans domicile fixe ainsi que les installations pour traiter les abus de substances ou toxicomanie. Nous avons travaillé avec ces centres pour voir comment encourager le partage de connaissances. Pour ceux d'entre vous qui avaient demandé des fonds de démarrage, vous avez partagé des programmes qui nous intéressaient. C'est la raison pour laquelle je cède la parole à Ryan. Merci à vous tous qui nous avez donné des renseignements par rapport à ce que vous réalisez dans vos centres. Nous voulions vous donner un aperçu de ce que nous avons fait de notre côté jusqu'à présent, surtout du côté de la prévention et du contrôle des infections. Ce que nous avons entendu, en fait, c'est qu'il faut garantir la sécurité de la clientèle, du personnel et du public. Il y a une préoccupation par rapport à la prévention des éclosions et la gestion des éclosions lorsque celles-ci se produisent. Les gens veulent aussi garantir qu'il y ait suffisamment d'approvisionnement
en équipement de protection personnelle et qu'on sache comment l'employer. Et étant donné la nature évolutive de la pandémie, il est important que l'équipement soit disponible afin de garantir la sécurité de tous. Les gens s'inquiètent également d'un accès à des soins de qualité en cas d'éclosion. Les programmes et services ont dû rapidement s'ajuster pour garantir la sécurité de la population, des patients ainsi que du personnel. Il y a aussi beaucoup d'intérêt pour l'amélioration de la qualité en documentant une approche cohérente. Les gens voulaient aussi se renseigner par rapport aux stratégies qui permettent d'offrir des services sur place, étant donné qu'il faut continuer d'offrir des services en période de pandémie. Cela signifie également prévention des surdoses. Il était important, selon beaucoup, de veiller à ce que les services et l'accès soient cohérents, étant donné l'incertitude et les perturbations associées à la pandémie. Les répondants voulaient aussi avoir davantage de renseignements pour savoir comment garantir qu'il y ait des services de proximité pour garantir que les gens ne soient pas exclus du système ou qu'ils n'aient plus accès aux services en raison de consignes de santé publique et que la capacité soit réduite en raison, par exemple, de la distanciation physique. Cela est très important pour garantir la continuité d'accès. Un domaine qui était très important pour les répondants, c'était, étant donné qu'on veut savoir comment gérer le personnel tout en gérant les besoins des patients, on s'est intéressé, entre autres, à l'amélioration de la santé et de la sécurité psychologique du personnel. On reconnaît que le personnel est non seulement aux prises avec la prestation de services conventionnels, mais aussi l'équilibre des demandes professionnelles avec les demandes de la vie personnelle en période de pandémie. Un autre domaine qui intéressait les gens en question en matière de personnel était la planification pour les capacités de pointe, c'est-à-dire veiller à ce qu'il y ait suffisamment de personnel pour répondre aux besoins des patients tout en veillant à assurer la sécurité du personnel et des familles. On voulait savoir comment les gens prévoyaient l'épuisement et comment veiller à l'éviter dans un système déjà surchargé. L'épuisement continue d'être une préoccupation, tandis que le personnel continue d'essayer de faire face à l'incertitude tout en gérant des charges de travail importantes et tout en essayant de gérer leurs propres besoins et ceux de leur famille. En pleine période d'incertitude, beaucoup de personnes s'inquiètent de l'épuisement du personnel, ce qui crée des problèmes de rétention qui ont ensuite un impact sur la qualité des soins dispensés. Tandis que la pandémie nous oblige à évaluer divers moyens d'offrir les services, voici un domaine qui a été soulevé par beaucoup de répondants. Le premier est de voir comment on peut avoir un accès aux programmes et aux ressources dans un monde virtuel. Dans un monde où les groupes ne peuvent pas se réunir en personne, comment veiller à ce qu'il y ait un accès continu à des services de qualité dans un environnement virtuel, surtout que ce n'est pas tout le monde qui a un accès égal à l'Internet. Cela dit, il y a aussi un intérêt pour des modes de prestation innovants, sachant que les consignes de santé publique continuent d'évoluer, continueront sans doute d'évoluer au cours des mois à venir. Il s'agit d'innover pour que les personnes aient les services et les besoins dont ils ont besoin et de le faire de manière à ce que l'on puisse accroître notre rayonnement. Et enfin, les répondants ont indiqué le besoin de prévenir et de gérer l'épuisement. On comprend les pressions accrues associées à la prestation de services en pleine période de pandémie. Et sur ce, je cède la parole à Lindsay qui présentera les deux autres domaines. Merci, Ryan. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, les équipes nous ont beaucoup parlé de l'impact des vaccins sur leur travail. Ceci comprend les cliniques de vaccination et l'accès à ces cliniques, surtout lorsqu'elles ne sont pas sur le même site, comment veiller à ce que les personnes aient de l'information par rapport aux avantages des vaccins et comment faire le suivi de la prestation, comme par exemple dans les abris, les refuges, où les durées de séjour sont peut-être courtes. Nous savons que vos équipes travaillent à ces questions, c'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Ensuite, nous avons entendu parler du soutien auprès des familles, c'est-à-dire comment mieux soutenir les familles lorsque leurs proches sont en traitement. Ceci peut signifier accès limité en raison de restrictions imposées sur les visites, mais aussi
les traitements loin de la famille. Comment veiller à ce que cet accès se poursuive et que les soutiens demeurent en place? Alors, je vous encourage à continuer de partager vos réflexions dans la boîte de clavardage. Nous nous réjouissons d'entendre vos réflexions. C'est ce qui nous aidera à concevoir les prochaines étapes de ce programme. Nous continuerons notre conversation à la fin de ce webinaire. Mais sur ce, je vais céder la parole à Grace et Tina pour qu'elles puissent partager des réflexions sur ce qu'elles font en Ontario. Grace, à vous. Merci, Lindsay. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir parler de ce que nous avons fait à Inner City Health Associates. Je souhaite d'abord reconnaître que je me trouve sur le territoire traditionnel d'un grand nombre de nations, dont les Mississaugas of Credit, Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et les Wendat. Et maintenant, ce territoire regroupe aussi des autres peuples des Premières Nations et des Métis, et je reconnais que Toronto fait partie du traité 13, signé avec les Mississaugas of Credit, ainsi que d'autres bandes des Mississaugas et des Chippewa. Sur ce, j'aimerais présenter un peu notre exposé. Nous allons parler de qui nous sommes, de ce que nous faisons, c'est-à-dire prévention et atténuation de la transmission de la COVID-19, promotion de la santé et vaccination, toutes des choses très importantes pour notre conversation, pour le propos d'aujourd'hui. Mais nous allons aussi parler du travail auprès des personnes vulnérables, précarisées. Je vais également parler de nos objectifs à long terme et également répondre à vos questions. Sur ce, je vais céder la parole à Tina, qui dira quelques mots sur qui nous sommes. Bonjour à tous. Alors, je suis Tina et je suis infirmière en santé de la population. Je fais partie du même groupe. Alors, notre équipe interdisciplinaire a été lancée en 2020 et nous a mis au point le programme de soins. Le programme de soins a été mis au point en réaction à la COVID-19 dans le système de refuge de Toronto pendant la première vague, à l'époque où la COVID a d'abord fait éclosion dans les refuges de Toronto. Cette équipe est diversifiée et elle regroupe un grand groupe de personnes qui ont des antécédents bien différents. Vous avez des médecins, infirmières, analystes, responsables de la promotion de la santé, et Grace, notre coordonnatrice. Nous sommes devenus un service essentiel qui veille à atténuer les risques associés à la COVID-19 ainsi que sa transmission, mais aussi faire la promotion des vaccins et d'autres initiatives de santé publique dans les refuges. C'est-à-dire que nous travaillons avec 144 programmes de refuge à l'échelle de l'Ontario et 4 900 clients. Et nous offrons des services de vaccination et de reprise des activités suite à la pandémie. Alors, ce que nous faisons et comment travaillons-nous à ces objectifs? Alors, il y a des grandes catégories. La première catégorie, la prévention et l'atténuation de la transmission de la COVID-19, c'est-à-dire rencontrer les partenaires de refuge, aller sur les sites, faire des évaluations, leur demander quels sont leurs besoins en matière de soutien. Et tout refuge étant différent, tout milieu étant différent, comment adapter nos soutiens pour veiller à ce que le personnel et les patients soient en sécurité. Comment se servir de données aussi pour évaluer les risques les plus élevés? Donc, nous avons une analyste de données qui travaille avec les refuges pour identifier les personnes plus âgées, les personnes qui sont plus à risque de contracter la COVID-19 et comment mieux les protéger dans le contexte des ressources disponibles au refuge et aussi veiller à ce que le refuge puisse identifier lui-même ces personnes. Un autre élément important de nos travaux concerne la promotion de la santé. Donc, on parle de vaccination, les ressources que l'on consent sur les sites pour faire la promotion de la santé, encourager la vaccination et les traitements contre la COVID-19 et enfin la planification de la vaccination, c'est-à-dire que nous aidons les sites à organiser des cliniques de vaccination. Il peut s'agir aussi de surmonter les obstacles à la vaccination comme les clients qui hésitent à se faire vacciner. Donc, on se sert de données pour tâcher de déterminer qui sont les personnes les plus à risque dans ces centres et comment on peut les encourager à prendre le vaccin. Sur ce, je cède la parole à Grace.
Alors, Tina a fait un excellent travail pour résumer ce que nous faisons. Alors, je vais parler un peu des travaux que nous faisons. Comme Tina le disait, nous sommes fort axés sur les données. Alors, la portion de stratification des risques est très importante. Nous travaillons étroitement avec le personnel qui connaît les clients, qui travaille auprès des clients pour évaluer leur comorbidité, leur santé mentale, leur consommation de substances. Donc, nous évaluons leur risque de complications, car nous espérons soutenir les sites également en dehors de la COVID. Mais j'y viendrai dans un petit moment. C'est un des éléments que nous employons. Alors, dans la stratification des risques, on peut identifier la répartition des risques parmi les clients, des faibles risques aux risques les plus élevés. Ensuite, on se sert d'un organigramme dont peut se servir le site et on offre également une représentation visuelle du refuge et comment ils se comparent aux autres refuges de notre banque de données sur le plan de leurs risques et la répartition de leurs clients. Qu'est-ce que ça signifie et à quoi servent ces données? Eh bien, grâce à ces données, nous pouvons informer les refuges qui s'en servent pour protéger davantage les personnes qui en ont le plus besoin grâce à un ajout de service, mais on s'en sert aussi pour l'ajout de financement et de soutien. Une autre chose que Tina a faite, c'est que nous comprenons la complexité de chaque site. Chaque site a son propre écosystème. Il est donc très important pour nous d'aller sur le site et de comprendre ses besoins particuliers. Ce que nous faisons, c'est que nous offrons un soutien pour le contrôle et la prévention des infections. Nous faisons une visite et nous essayons de trouver des solutions co-créées et des soutiens co-créés, c'est-à-dire changement d'allocation des chambres, nettoyage, tout cela est fait en partenariat avec le refuge. On ne peut pas imposer des solutions qui ne seront peut-être pas envisageables par le site. C'est ce qui nous permet de comprendre les prochaines étapes, c'est-à-dire le soutien en cas d'éclosion. Qu'il s'agisse de se préparer à une éclosion, de tâcher de prévenir une éclosion, lorsqu'on est devant une éclosion, lorsqu'on y est confronté, on se sert des données et notre compréhension du site pour établir un plan. Cela signifie avoir un plan de soutien qui permet de réunir tous les documents qui doivent être réunis et la création de processus d'isolement. On travaille avec les refuges et les autres aiguillages pour essayer de préparer le site le mieux possible pour composer avec l'éclosion avant qu'elle se produise et pendant qu'elle se produit. Un autre élément important, ce sont les essais ciblés, le dépistage ciblé. Vous savez peut-être qu'il y a des hésitations par rapport au dépistage, alors on essaie de se rendre sur le site pour essayer d'éliminer les obstacles. Donc, nous faisons des dépistages à partir de la salive. Nous avons les trousses sur le site. Nous avons déjà une relation avec les clients. Nous comprenons qui sont les risques, quels sont les clients les plus à risque et nous essayons de les dépister. Sur ce, je vais passer aux composants de la promotion de la santé. Un élément très important de ce programme consiste à offrir des ressources de promotion de la santé exactes et en temps opportun. On veut veiller à ce que les clients et le personnel soient informés, qu'ils aient toute l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Et d'ailleurs, c'est un élément important de la prévention de la transmission de la COVID et de son atténuation. Nous faisons donc des services personnalisés. Nous offrons des services un à un, en personne avec les clients, et c'est là que la stratification des risques entre en lieu. On identifie les clients les plus à risque à l'aide du soutien du personnel de refuge et on tâche de les rencontrer en personne pour répondre à leurs questions, questions par rapport à leur état de santé, mais aussi on essaie de démanteler toute désinformation associée à la COVID. Un autre élément important, c'est le programme d'ambassadeurs de la santé. C'est un élément fondamental de nos services actuels.
Les personnes qui sont des ambassadeurs de la santé sont choisies par le personnel de refuge. Ça peut être des personnes qui vivent dans le refuge ou ça peut être des membres du personnel qui sont fort intéressés par l'atténuation des ravages de la COVID. Et donc, on leur demande d'être des figures de proue pour l'utilisation de la documentation de promotion de la santé. Et nous travaillons étroitement avec eux pour adapter ces ressources pour tâcher de combler toute carence qu'ils identifient. C'est donc un élément très important de nos travaux et c'est concentré sur la sensibilisation à la COVID et à la vaccination. L'élément fondamental est de co-créer ces documents et de les appliquer de sorte qu'ils soient utiles à toutes sortes de publics. Sur ce, je cède la parole à Tina qui parlera de la planification de la vaccination. Un autre élément important que nous faisons depuis peu, tandis que la vaccination est déployée dans les centres et les refuges, c'est la planification de la vaccination. Nous avons établi des liens avec les partenaires refuges et d'ailleurs, comme vous le savez sans doute, les refuges souvent sont ont des taux moins élevés de vaccination, il peut y avoir des questions de méfiance et d'autres facteurs, c'est-à-dire que les populations des refuges sont assez récalcitrantes. C'est pourquoi nous aidons nos partenaires à renforcer ces taux d'immunisation. Nous essayons de surmonter les obstacles. Par exemple, nous répondons aux questions des clients et nous prévoyons à l'avance les questions qui pourraient être posées par les clients, surtout par rapport à leurs hésitations quant au vaccin. Nous allons sur le site pour faire la promotion de la santé et donc nous agissons au site et à la personne. Nous n'agissons pas de la même manière qu'il s'agisse d'un jeune, d'un adulte ou d'une personne âgée. Nous ajustons les documents que nous leur remettons également. Souvent, moi-même ou une autre infirmière vont sur le site pour discuter avec les clients et répondre à leurs questions par rapport au vaccin. Nous le voyons du point de vue d'une prestation de soins centrée sur la personne. Évidemment, nous participons au caucus sur la vaccination, c'est-à-dire que nous essayons de voir quel a été l'intérêt pour la vaccination, quelles étaient les hésitations les plus fréquemment soulevées, et on essaie ensuite d'adapter la situation à chaque refuge afin d'augmenter le taux de vaccination. On se sert aussi de nos données, comme on le disait un peu plus tôt, pour cibler les personnes les plus âgées, car on sait qu'elles sont à risque plus élevé. On essaie de les identifier et de les renseigner par rapport au vaccin. On essaie de leur expliquer quelles sont les complications, car effectivement, ils sont plus à risque. Donc, pour les personnes vulnérables, évidemment, c'est un facteur très important dans le contexte où nous œuvrons. Et donc, il faut être conscient du langage dont on se sert dans nos matériaux. Vous savez que ce qui est utile pour la population générale n'est pas forcément adapté à la population d'un refuge. Donc, il faut veiller à ce que nos documents soient adaptés à la fois au site et à la personne. Et la mobilisation communautaire, Grace en a un peu parlé avec le programme des ambassadeurs. Comment se servir de ceux-ci pour habiliter cette communauté à trouver une solution aux problèmes qui lui conviennent. Par exemple, augmenter les taux de vaccination. Si on travaille avec quelqu'un qui est un ambassadeur, qui fait partie de la communauté, qui est respecté par la communauté, il est plus probable qu'on ait davantage d'adhésion à notre projet de vaccination. C'est pourquoi nous nous concentrons beaucoup sur la participation communautaire et nous tâchons d'autonomiser cette communauté. Pour le dépistage avec la salive, on travaille avec les ambassadeurs et les refuges. Et c'est formidable d'ailleurs de voir à quel point nos partenaires participent au processus. Et bon, c'est très nouveau pour eux. Nous sommes dans le domaine de la santé. C'est quelque chose dont on a l'habitude, mais ce n'est pas le cas des refuges. Alors, ça a été formidable de voir le travail qu'on a pu faire en partenariat avec les refuges. Et sur ce, je cède la parole à Grace. Merci, Tina.
Alors, je vais dire quelques mots sur les objectifs à long terme. Nous devons élargir le programme pour identifier des ressources qui puissent transcender la COVID-19, avoir un modèle communautaire de prévention qui puisse autonomiser les personnes du domaine afin d'assurer l'application des connaissances, c'est-à-dire quels sont leurs besoins uniques. On espère avoir des ambassadeurs dans le système pour faire une place à la communauté, pour renforcer la confiance, pour s'adapter aux besoins de chaque site et de chaque personne. On espère que cela permettra de renforcer les taux de vaccination, non seulement de la COVID, mais également d'autres maladies que l'on pourrait prévenir à l'aide d'un vaccin ou qui pourraient faire l'objet d'une éclosion. Et un autre objectif à long terme, cela vous rejoindra sans doute, c'est de mettre fin à l'itinérance, c'est-à-dire comment trouver des soutiens pour ces personnes. Il y a un composant de logement à cela. Il faut se concentrer sur les personnes qui ont besoin de soutien si l'on veut réellement mettre fin à l'itinérance, c'est-à-dire que le logement doit faire partie de nos efforts. La stratification des risques est également fondamentale, car c'est ce qui nous permet d'axer nos travaux sur des données probantes. Vous savez peut-être que les personnes en situation d'itinérance, qui sont sans domicile fixe, sont souvent de grands absents dans les bases de données. Et donc, c'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir constituer des bases de données comme celle-là. Alors, sur ce, si vous avez des questions, je vous en prie, n'hésitez pas. Nous sommes vraiment emballés d'être ici pour y répondre au meilleur de notre capacité. Merci, Grace et Tina. Comme Grace le disait, nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Alors, je vous invite à les saisir dans la boîte de clavardage. Alors, sur ce, je vais poser la première question. Vous avez parlé de quelque chose de très important sur le plan de la mobilisation, de la participation, mais aussi de la co-création, c'est-à-dire ne pas imposer de solutions, que ce soit au refuge, à son personnel ou à ses clients. Ça m'a beaucoup frappé. Je me demande si vous pouvez dire quelques mots sur vos méthodes. Comment veiller à travailler véritablement conjointement pour garantir que l'on n'impose pas de solution et que ce soit fait dans l'intérêt des personnes que l'on sert? C'est une excellente question. Une des choses les plus importantes pour nous, c'est d'être représenté, c'est-à-dire d'avoir un groupe de personnes diversifiées qui participent. Pour le programme d'ambassadeurs, nous n'avons pas de plan. Nous ne savons pas à quoi ça ressemblerait et on ne veut pas savoir à quoi ça ressemblera avant d'avoir tous les ambassadeurs et tous les partenaires qui en fassent partie afin qu'on puisse le concevoir ensemble parce qu'on a seulement notre lentille personnelle. Il est important d'avoir une perspective diversifiée avant de créer un programme comme celui-là. Et en ce qui me concerne, pour le programme, ça a vraiment été un élément très important de veiller à ce que cette création conjointe se produise au lieu d'imposer nos solutions. Oui, excusez-moi, j'étais en sourdine. Pour rebondir là-dessus, le modèle de co-création est une approche très intéressante. Je me demande si vous avez constaté des difficultés lorsque vous avez tâché de co-créer. Quelles ont été ces difficultés, ces défis? Eh bien, certains des défis seraient, par exemple, de tâcher de trouver un bon groupe de personnes, car vous savez, on travaille avec nos partenaires et eux, donc, doivent identifier qui sont les meilleures personnes à réunir. Évidemment, il faut veiller à ce qu'ils soient rémunérés pour leur service, bon, en plus du processus d'orientation. Mais une fois que ce sera en place, je pense que nous pourrons avancer beaucoup plus rapidement, que ce soit véritablement un modèle de service co-créé. Tandis qu'il est question de co-création, car c'est vraiment un composant très important, une chose que j'examine souvent, c'est la pression entre la co-création et aussi la pression de la pandémie ou enfin de la crise du jour avec laquelle on est aux prises. Donc, il y a cette pression d'agir qui peut parfois nous pousser dans la mauvaise
orientation, une approche par exemple paternaliste. Comment votre équipe équilibre-t-elle cela? Qu'est-ce qui fonctionne pour veiller à ce que les besoins immédiats soient satisfaits, tout en ayant cette approche de co-conception? Alors, ce que nous tâchons de faire, c'est d'offrir nos services au site. Et ensuite, on leur donne la place qu'il leur faut pour réfléchir, pour voir s'ils veulent vraiment se, enfin, se prévaloir des services. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec nos gros sabots en disant voici ce qu'on fait. Non, on leur laisse plutôt déterminer euh, ce qui leur convient généralement. On va sur le site, on a des conversations très franches par rapport aux besoins, on essaie de voir quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs besoins, et c'est à partir de là qu'on conçoit ce plan ensemble. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche très ouverte lorsqu'on met les pieds dans un site. Il faut s'asseoir ensemble et essayer de comprendre ensemble quels sont les besoins. Il y a des moments où on se dit, bon, je vois un besoin différent, mais il faut vraiment travailler ensemble pour essayer de comprendre quels sont les besoins avant de proposer vos solutions. Et ce que nous proposons, en fait, c'est toujours une recommandation. Ça n'est jamais imposé. Et nous sommes là pour soutenir l'équipe, tandis que nous faisons des recommandations pour veiller à ce que ce soit ce qui leur convienne le mieux. Alors, si vous voulez, nous, comme on dit, nous sommes en train de construire l'avion tout en étant dedans. Alors, on leur demande de nous dire si certaines de leurs recommandations n'ont pas fonctionné, si certaines choses ne vont pas, si quelque chose cloche. Et on a d'autres partenaires qui s'adressent à nous pour avoir un suivi parce que nos recommandations ont bien fonctionné. Alors, je pense que Tina a très bien répondu. Nous avons un menu de service. Choisir un article ne signifie pas que vous ne pouvez pas choisir les autres. Et cela, je crois, renforce ce que disait Tina, c'est-à-dire que, comme vous le dites, Lindsay, on ne peut pas toujours attendre que quelque chose se produise pour créer une solution ou un plan. On crée toutes sortes de possibilités, on essaie de voir qu'est-ce qui peut fonctionner selon la situation. Formidable. Un autre domaine qui m'intéresse, vous avez parlé d'hésitation par rapport au vaccin. Y a-t-il des domaines clés qui créent une certaine hésitation par rapport au vaccin? Pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit et ce que vous faites en réaction? Oui, bon, il y a certaines tendances qui se dessinent et qu'on constate. D'abord, la méfiance par rapport aux professionnels de la santé en raison des expériences passées de ces populations lorsqu'elles ont essayé d'obtenir des soins. Alors, je pense que travailler avec les sites pour essayer de surmonter ces difficultés, bon, il y a certains sites qui sont très grands et vous savez, le rayonnement est bien différent que dans d'autres sites qui sont beaucoup plus petits et qui ont des personnes plus âgées. Alors, il s'agit de voir quelles sont les préoccupations des clients, parfois répondre individuellement, ou parfois il s'agit de faire une communication, un exposé devant un plus grand groupe. Ensuite, il y a des défis comme la santé mentale. Et ça, il faut composer avec, il faut essayer d'avoir une approche fondée sur les traumatismes et se servir aussi des ambassadeurs parce que ma perspective est bien différente de celle d'un père ou d'un travailleur communautaire qui connaît les clients intimement et qui a leur confiance. À mon avis, ça, c'est fondamental. Alors, ce n'est pas à nous de dire, bon, écoutez-nous, nous, on sait ce qui vous convient, ce vaccin est bon pour vous. Non, il s'agit de répondre aux questions, de prendre le temps et de ne pas avoir une approche qui les bousculerait. C'est-à-dire qu'il faut être compréhensif. Si quelqu'un souhaite ne pas avoir le vaccin, il faut être compréhensif, il faut laisser les gens décider pour eux-mêmes. Merci. J'ai beaucoup apprécié cette approche relationnelle que vous avez. Nous avons un certain nombre de questions qui nous sommes parvenues dans la boîte de clavardage. Alors, je vais commencer par la première ici. Pouvez-vous nous donner davantage de renseignements parce que vous entendez par dépistage avec la salive? Oui, absolument. Tina pourra renchérir, mais essentiellement, nous commandons les trousses de Santé publique Ontario
tout le monde peut le faire plutôt que de demander à l'hôpital, par exemple, de venir faire les tests à domicile. Alors, nous avons des trousses dont on se sert et tous nos partenaires y ont accès. Ils ont la capacité pour y avoir accès. Alors, lorsque nous avons des préoccupations, nous faisons des tests à partir de la salive des clients les plus à risque. Nous obtenons la liste des personnes qui ont déjà été testées pour être sûr de ne pas faire double emploi. Donc, ces trousses sont très simples. Tout le monde peut le faire. Ça a été fait dans les écoles. Tout ce qu'on a fait, on a besoin de faire, c'est de cracher dans un petit récipient qu'on envoie en laboratoire et on obtient le traitement. Alors, c'est un autre moyen pour nous d'autonomiser les sites pour veiller à ce que quiconque a besoin d'être pris en charge puisse être pris en charge, surtout pour les personnes qui n'étaient pas là, par exemple, le jour quand des dépistages de masse ont été réalisés, ce qui se fait généralement en journée. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Oui, je peux peut-être dire quelques mots. Avec l'évolution de la pandémie, il y a beaucoup d'épuisement par rapport aux écouvillonnages. Et s'il y a une grande éclosion, même une petite éclosion, les gens parfois n'ont pas envie de se soumettre au dépistage. Il y a beaucoup d'hésitation, non seulement pour la vaccination, mais aussi pour le dépistage. Alors, si c'est quelqu'un que l'on connaît du refuge, c'est un peu plus facile parce que bon, la trousse de prélèvement de salive est très simple. Alors, c'est pourquoi nous offrons ce système en plus des écouvillonnages lorsqu'ils sont nécessaires. Alors, nous sommes assez nombreux à ne pas bien connaître ces prélèvements de salive et savoir s'ils peuvent dépister les variants et s'il s'agit de dépistage asymptomatique ou symptomatique. Idéalement asymptomatique. On espère que s'ils sont symptomatiques, qu'ils seraient envoyés tout de suite dans un centre de traitement, mais parfois ils sont symptomatiques. C'est-à-dire que la trousse de prélèvement de salive fonctionne pour les personnes symptomatiques et asymptomatiques. Et cela permet aussi de déceler les variants. Formidable! Alors, je vois des gens qui demandent, savez-vous si ces tests sont disponibles partout au Canada? Je sais que vous, vous êtes en Ontario. Si vous n'êtes pas au courant, on pourra essayer de répondre par la suite. Alors, est-ce que vous êtes au courant? Je ne sais pas. Je sais que c'est ouvert en Ontario. Je sais que la trousse de prélèvement de salive est disponible en Ontario. Au départ, ça a commencé par Sick Kids, parce que, bon, vous comprenez peut-être que les écouvillonnages sont problématiques, c'est les enfants. Et on sait donc que l'écouvillonnage est beaucoup plus simple. Si vous donnez la possibilité des deux, vous êtes plus susceptible d'avoir quelqu'un qui s'y soumette. Et nous avons une autre question aussi. Avez-vous des recommandations par rapport à des moyens innovants de continuer d'offrir des services et des soutiens aux clients en période d'éclosion, d'après ce qui a fonctionné dans les sites avec lesquels vous travaillez? C'est une excellente question et c'est difficile car la majorité des sites ont mis un terme à leur service en personne. Beaucoup de choses sont passées en mode virtuel. Alors, si vous devez rencontrer un travailleur social ou si vous devez rencontrer quelqu'un, faites-le dehors, portez un masque. C'est-à-dire qu'on essaie de renseigner le personnel, à savoir quels sont les paramètres pour que vous puissiez continuer de dispenser des services, mais en sécurité. Je sais que ça a été difficile pour le client et le personnel a fait de son mieux pour que tous les services soient toujours disponibles d'une manière ou d'une autre. Alors, ma recommandation, c'est de vous adresser aux prestataires de services pour être sûr qu'ils puissent continuer d'offrir le service. Et si c'est fait de manière virtuelle, comment veiller à ce qu'il soit toujours efficace? Il y a beaucoup de sites qui ont fait des travaux formidables, c'est-à-dire qu'ils ont créé des salles qui permettent aux clients de rencontrer le prestataire virtuellement. Ils prennent rendez-vous. Alors, si un site est prêt à le faire ou qu'il a la capacité de créer cette salle pour des rencontres virtuelles entre la clientèle et les prestataires, c'est une excellente façon de procéder. Merci. Nous avons une question du groupe aussi.
Est-ce que les personnes qui assistent à ce webinaire peuvent communiquer avec vous si vous êtes, par exemple, prête à partager vos ressources? Absolument, oui. Merci. Alors, après la rencontre d'aujourd'hui, nous allons veiller à ce que les archives qui comprennent l'enregistrement du webinaire et les diapositives vous soient rendues disponibles. Alors que vous sachiez, nous allons absolument partager cette information. Généralement, il faut 2 ou 3 jours avant que l'équipe ne puisse vous envoyer la documentation. Une autre question, avez-vous des recommandations pour l'utilisation des écouvillonnages du nez lorsque les prélèvements de salive ne sont pas disponibles? Oui, eh ben c'est la solution de rechange. Par exemple, si le prélèvement de la salive n'est pas disponible, on se sert d'un écouvillon nasal. Alors, il semble qu'il y a certaines parties du pays où les trousses de prélèvement de salive ne sont pas disponibles. Il semble qu'au Québec, ça n'est pas disponible. Il y a quand même beaucoup de questions sur leur disponibilité. Alors, c'est important d'y réfléchir pour les personnes qui n'y ont pas forcément accès, à savoir quelles sont ces possibilités. Alors, j'essaie de voir si nous avons d'autres questions. Ryan, voyez-vous des questions que nous aurions ratées? Non, je n'en vois pas. Bien. Alors, j'ai une question dans ma liste que j'ai peut-être ratée. Si j'ai mal interprété la question, n'hésitez pas à me corriger dans la boîte de clavardage. Mais pour pour les personnes qui hésitent à recevoir le vaccin, comment ne pas faire double emploi, c'est-à-dire discuter avec la même personne à maintes reprises par rapport à son hésitation? Est-ce que vous avez des pratiques exemplaires à partager pour ces personnes hésitantes? Eh bien, je trouve que généralement, il faut discuter avec le directeur du refuge. Il est fréquent que ces personnes aient déjà eu des conversations. Alors, si le directeur ou la directrice demande un soutien additionnel, c'est souvent que ça n'a pas fonctionné. Alors, je pense qu'il est important de consulter le gestionnaire principal. Et si quelqu'un est vraiment récalcitrant ou que ça fait plusieurs fois qu'on communique avec lui, je pense qu'il faut les laisser prendre leurs décisions. Mais il s'agit de dire, écoutez, notre porte est toujours ouverte. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ainsi, je pense qu'on arrive à convaincre le plus grand nombre. Les sites, généralement, ont eu beaucoup de conversations avec leur clientèle. Alors, on les consulte toujours d'abord. Et une autre question par rapport à cette hésitation par rapport au vaccin. Est-ce que vous voyez cette hésitation chez le personnel aussi? Et que faites-vous? Écoutez, sur le plan anecdotique, vous savez peut-être que seul 50% du personnel se fait vacciner, mais bon, c'est une décision qui incombe à tout le monde. Cela dit, on donne des ressources au personnel. Parfois, on fait des webinaires et on assiste aussi au dépouillement de questionnaires anonymes pour essayer de répondre à leurs questions. Mais bon, c'est relativement bon pour le moment, mais il y a une certaine résistance, tout à fait, chez les membres du personnel des refuges. Et ce sont les gestionnaires, les directeurs de refuges qui tâchent de les convaincre de répondre à leurs questions surtout, mais finalement, ils leur laissent le choix, évidemment. Merci. Alors, avant de conclure, j'aimerais quand même céder la parole à Ryan pour demander au groupe si vous avez d'autres besoins en matière d'apprentissage qu'on n'aurait pas évoqués aujourd'hui et qu'on aimerait aborder. Ryan, à vous. Oui. Alors, lorsque nous avons commencé le webinaire, nous avions un sondage. On vous demandait les domaines de priorité et il semble que les réponses sont assez claires. Soutien. Votre priorité pour le prochain événement, c'est le soutien. Et ensuite, la réduction des méfaits. Alors, nous voulions à présent voir si c'était toujours le même résultat suite à la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Est-ce que vous répondez de la même manière à ce sondage? Alors, après la communication et la discussion d'aujourd'hui, votre priorité pour le prochain webinaire a-t-elle changé? Oui ou non?
Alors, nous allons prendre les dernières minutes de ce webinaire pour essayer de voir quels sont les domaines qui, à votre avis, sont les domaines les plus importants. Pour le moment, 46% disent oui, soutien et réduction des méfaits, mais 54% disent non. Alors, dites-nous dans la boîte de clavardage, quels sont les domaines sur lesquels on devrait se concentrer, des sujets à traiter. Ça serait très utile car on espère avoir un modèle de co-création pour l'avenir. Alors, étant donné l'étendue nationale, peut-être un retour national sur ce qui fonctionne, c'est-à-dire un soutien à l'apprentissage. Alors, dites-nous quelles sont vos priorités pour les prochains webinaires. C'est parce que nous souhaitons que ces webinaires soient les plus utiles possibles pour vous. On veut vous communiquer une information qui vous soit utile. Une personne qui dit, on passe beaucoup de temps à un sujet. Est-ce qu'on ne pourrait pas entendre de la part d'autres provinces aussi? Ah, c'est une excellente observation, car évidemment, les provinces n'ont pas les mêmes résultats d'après la structure de leur système de santé. Donc, absolument, oui. On va essayer d'avoir le point de vue d'autres provinces. Également, je vois comment aider les pères dans leur travail. Vous et moi, nous avons eu des conversations à ce propos. Alors, je sens qu'il y a un bon appétit pour le soutien entre pairs. Ensuite, accès aux vaccins pour les personnes qui ne sont pas en refuge, mais qui sont quand même en situation d'itinérance, surtout pour ceux qui ne peuvent pas se rendre en clinique. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu tout au long du sondage d'apprentissage, c'est-à-dire que, étant donné que certaines personnes ont des maladies concomitantes, il est possible qu'ils ne soient pas pris en charge par un système ou l'autre et qu'ils passent dans les mailles du filet. Par, ensuite, dans une installation résidentielle où on est en situation de dortoir, comment contrôler une éclosion? Anecdotes et conseils. Et dans ce cas-ci, c'était la Colombie-Britannique. Oui, c'est intéressant. Vous savez, on l'a entendu dans notre sondage par rapport à la planification de manuels et de procédures. Planifier ces éclosions avant qu'elles ne se produisent le plus possible, surtout pour les capacités de pointe. Comportement suite au vaccin pour les résidents personnels pour éviter les dégâts. Oui, tout à fait. Soutenir les clients qui sont jeunes, qui ne sont pas admissibles au vaccin, qui ne peuvent pas rester distants de leur père, de leur famille, qui ont des dépendances. Comment les maintenir en sécurité? Alors, Lindsay, voyez-vous autre chose? Bien, la seule autre chose que je voulais signaler, c'est que nous avons reçu un message, à savoir au soutien des, des membres du personnel qui sont eux-mêmes marginalisés. Comment soutenir ces groupes également? Alors, merci pour cette observation. Je vais rajouter que si vous mettez en œuvre des pratiques innovantes ou des programmes qui valent la peine d'être partagés avec vos pairs et que vous avez la capacité de le faire, nous serions très intéressés d'en entendre parler. Alors, dites-le nous dans la boîte de dialogue. Nous voulons absolument partager ces apprentissages
Et beaucoup de choses formidables se produisent d'ailleurs partout au pays dont on pourrait tous tirer parti. Absolument. Nous serions très heureux de vous mettre en contact les uns avec les autres. Une autre chose qui a été soulevée, est-ce que quelqu'un a pensé aux poursuites si on n'exige pas les vaccins, un peu comme dans d'autres contextes où des personnes ont refusé des vaccins et où leurs employeurs sont devenus responsables. Ça, c'est un domaine de préoccupation dont on a un peu entendu parler, c'est-à-dire les répercussions juridiques par rapport au refus du vaccin. C'est un peu complexe parce que les questions juridiques sont très différentes selon le contexte, mais peut-être qu'on pourra en discuter et voir s'il n'y a pas moyen d'en parler entre nous de manière pan-canadienne, si vous voulez. D'autres domaines sur lesquels vous voudriez qu'on se concentre? Bon, alors je pense que nous avons d'excellentes idées, ce qui est une bonne nouvelle. Nous allons les prendre en délibéré, voir comment les aborder. Alors, vous nous parlez toujours beaucoup de sécurité et vous voulez apprendre les uns des autres par rapport à la gestion et la prévention des éclosions, mais aussi essayer d'avoir la perspective d'autres provinces. Alors, nous allons très certainement le faire pour le prochain webinaire. Et je crois que on était séparés 50-50 entre le premier et le deuxième, les réactions du premier et du deuxième sondage. Merci. Pour ceux d'entre vous qui étiez inscrits au webinaire d'aujourd'hui, vous êtes inscrits à la série d'apprentissage, vous allez recevoir une mise à jour. Dès que le programme sera prévu, vous recevrez une invitation et d'ailleurs, nous partageons les enregistrements après coup. Merci à nos conférencières d'avoir pris le temps d'être des nôtres pour nous parler de leur expérience. Nous allons leur demander de nous donner leurs coordonnées pour que vous puissiez faire appel à elles en cas de besoin. Prenez un petit instant pour réagir au sondage affiché à l'écran. Et écrivez-nous d'ailleurs si vous avez besoin d'un soutien quelconque. On se fera un plaisir de vous aider. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et au revoir.